quel est l'intérêt, devant un hypertendu, de dépister une cause endocrine? C'est ça qui va être très important et je vais essayer de vous en persuader tout au long de cette discussion. Donc, Cushing, hyperaldoprimaire, phéochromocytome. 3 choses qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, par définition, dans les 3 cas, il y a de l'hypertension artérielle. Donc, ça peut être l'origine de la consultation. Mais ce qui est très important, c'est que cette hypertension artérielle, il faut la regarder avec un œil vraiment averti, parce que si vous arrivez à mettre en évidence une cause à cette hypertension artérielle, qu'il s'agisse d'un syndrome de Cushing, d'un hyperaldo ou d'un phéochromocytome, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que vous allez à ce moment-là dérouler toute une série de conséquences à côté desquelles vous seriez totalement passé si vous ne l'aviez pas découvert. Et c'est fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que le diagnostic de ces hypertensions artérielles secondaires, des endocrinopathies, ce n'est jamais l'endocrinologue qui le pose, par définition. Les gens ne viennent pas voir l'endocrinologue pour hypertension. Ils viennent parce qu'un médecin généraliste, un cardiologue ou quelqu'un d'autre a un sujet hypertendu et que cette personne-là a fait l'effort quelquefois en fin de journée, après avoir vu 20 patients, de se dire, mais attention, ce patient qui est hypertendu, qui a mal à la tête et qui transpire, ça m'évoque quelque chose. Et c'est d'y penser, il suffit d'y penser, et à ce moment-là, le diagnostic est éclatant, facile, bouleversant, parce que vous allez rendre un service énorme à votre patient. L'endocrinologue va en profiter, parce que moi, de ma vie, si vous voulez, je n'ai jamais posé de diagnostic de ces maladies, je n'ai fait que les confirmer. Et c'est pour ça que j'insiste, il faut que ce soit les médecins généralistes, les cardiologues, ceux qui voient les hypertendus, qui, devant tout hypertendu, se disent « et si c'était une maladie endocrine ?» Bon, pour prendre un par un, donc le syndrome de Cushing, c'est très rare, mais il ne faut pas passer à côté, parce que, encore une fois, c'est vous qui allez le faire. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller au bout du diagnostic étiologique, mais d'y penser. Donc quand est-ce que vous allez y penser au syndrome de Cushing ? Le syndrome de Cushing, c'est toute une série de manifestations cliniques indiquées à droite qui sont provoquées par le fait qu'on a trop de cortisol dans le sang pendant trop longtemps. Donc, une fois qu'on connaît ces manifestations cliniques, on va penser à l'hypercortisolisme et on va essayer de trouver la cause. Alors, le problème, c'est que... Alors, avant de parler des difficultés, c'est pourquoi est-ce qu'il faut y penser ? C'est pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est que lorsqu'on fait ce diagnostic, on rend un service gigantesque, car c'est une source d'efficacité thérapeutique extraordinaire, si vous traitez la cause. Bon, je vous montre ici une jeune patiente qui est un peu grassouillette, etc. Ce que vous voyez ici, c'est qu'elle a une petite tumeur dans l'hypophyse, elle a un syndrome de Cushing, vous l'opérez, et 3 mois plus tard, elle est comme ça. C'est pas un fantasme, c'est la réalité. Et en même temps, les pressions artérielles, c'est normalisé, et au fil des années, l'ostéoporose, qui était majeure, la densité minérale osseuse regagne. Donc, vous voyez l'extraordinaire bénéfice que vous avez à poser un diagnostic si vous y pensez. La cause la plus fréquente des sténoses artères-rénales, c'est la sténose athéromateuse. Donc c'est plus de 90% des sténoses artères-rénales. Donc là, un aspect typique, plutôt des lésions proximales, avec dans ce cas de sténose significative, des dilatations post-sténotiques. Et là, c'est vrai qu'on aurait envie de dire, c'est peut-être aussi simple finalement, on va lever l'obstacle et on guérit l'hypertension artérielle et éventuellement l'insuffisance rénale du patient. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que il faut retenir qu'on est dans l'environnement athéromateux,
c'est pas justement juste une diminution de la perfusion rénale. C'est aussi de la dysplasie, de la dysfonction endothéliale, pardon, du stress oxydatif, et donc c'est plus compliqué que ça. De lever ce genre d'obstacle, ça ne va pas forcément guérir une hypertension artérielle, ça ne va pas forcément guérir une insuffisance rénale. Alors, on a eu pourtant, tout l'enchaînement de ce qui a pu se mettre en place dans l'évolution de la médecine pour la prise en charge des sténoses athéromateuses et d'artères rénales. Les patients ont bénéficié, ou même le plus souvent subi, entre les années 90 et 2000, le tout stenting rénal. On voit une sténose, on la dilate, on la stente, parce qu'il y avait effectivement eu pas mal d'essais, des petits essais non contrôlés qui suggéraient l'amélioration de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance rénale quand on dilatait des sténoses athéromateuses. Ce qui a vraiment calmé le jeu, c'est l'arrivée des statines. Et ce qui a vraiment calmé le jeu, c'est les essais Astral, on va y revenir, en 2009, et surtout l'essai Choral en 2014, qui a, on va dire, pour caricaturer un petit peu, enterré le stenting des artères rénales. Alors voilà ce qui se passait dans les années 90, 95, 2000, c'est que même les sténoses de découverte fortuite, voilà ce qu'on disait dans les présentations, on la trouve, on la répare, et que finalement des artères rénales ouvertes, c'était mieux que des artères rénales bouchées. Eh bien en fait, pas tant que ça, avec des coûts importants, des risques de dissection des artères rénales, d'embole de cholestérol et d'aggravation de l'état rénal. Et aux États-Unis, entre 1996 et 2000, il y a eu quand même plus de 364% de stenting rénal quand on a voulu se lancer à fond dans cette technique. Et on en est revenu fort heureusement. Alors, les signes cliniques évocateurs d'une sténose athéromateuse d'une artère rénale, il n'y a aucun signe spécifique. Je vous les ai mis exprès en vrac, c'est un peu fastidieux à lire et c'est fait exprès parce qu'il n'y a rien de spécifique. Et pour avancer dans le diagnostic, on a mis en place plutôt des probabilités, des faisceaux d'arguments pour aller dire qu'une sténose d'une artère rénale est secondaire à une hypertension artérielle. Donc il y a des symptômes de faible risque, de risque modéré et de risque élevé. On va retenir ce qu'il y a dans le cadre. Oui, il faut penser à une sténose d'une artère rénale quand on a une hypertension maligne ou résistante chez un patient hypertendu, jusque-là bien équilibré. Il faut y penser aussi quand il y a une augmentation récente, on a besoin d'augmenter le traitement antihypertenseur chez un patient jusque-là bien équilibré. Quand il y a une détérioration rapide également de la fonction rénale, plus de 30% de réduction du débit de filtration glomérulaire chez un patient jusque-là avec une insuffisance rénale modérée, stable ou lentement progressive. Et puis, y penser dans ces fameux œdèmes aigus pulmonaires, flash, récidivants, qu'on appelle aussi le syndrome de Pickering.